la République, il y a un an, avait présenté dans son programme, sur le point 31, la proposition d'ouvrir le mariage aux personnes homosexuelles ainsi que l'adoption pour les couples homosexuels. Un très grand nombre de personnes, d'associations s'en sont préoccupées, puisque dès cet instant-là, il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu de débat ni entre les candidats, ni devant les journalistes, ni quoi que ce soit. Et puis à la rentrée, ce bouillonnement et cette inquiétude, cette préoccupation se sont poursuivis jusqu'à ce que nous décidions, à trois en l'occurrence, de lancer une première manifestation. Il nous fallait dans l'urgence exprimer le fait que cette ouverture du mariage homosexuel nous paraissait être un non-sens, compte tenu du fait que le mariage civil, c'est l'ouverture à la filiation, et un couple homosexuel n'étant pas fécond, cela nous paraissait être une aberration. Et une injustice pour les enfants. Un enfant ne peut être déclaré prétendument issu de deux hommes ou de deux femmes. Il a besoin de savoir qu'il est issu d'un homme et d'une femme, parce que même avec les techniques artificielles de procréation, il y a toujours un gamète féminin, un gamète masculin, et donc il y a toujours un homme et une femme, un père et une mère, qui sont à l'origine de la conception d'un enfant. Et il a besoin de les connaître, et dans la mesure du possible, d'être élevé par eux. Et donc, ce sujet très profond, très intime, qui regarde chaque personne, nous sommes tous nés d'un homme et d'une femme, ce sujet très profond, essentiel pour l'homme, pour la famille et donc pour la société, et pour l'avenir et le renouvellement des générations, nous a paru très grave. Nous avons donc décidé de lancer une première manifestation, convaincus que beaucoup de Français rejoindraient cette position et viendraient et souhaiteraient exprimer leur opposition à ce projet de loi. Et effectivement, la première manifestation, les premières, ont eu lieu le 17 novembre 2012, aussi bien à Paris que dans un certain nombre de villes de province. À Paris, 200 000 personnes et 300 000 en France. Et puis, manifestation à nouveau les 8 et 9 décembre. Et puis, grande manifestation nationale le 13 janvier, 1 million de personnes. Déjà, à ce moment-là, le gouvernement niait de manière évidente l'importance de ces manifestations en considérant qu'il n'y avait que quelques petites centaines de milliers de personnes. Ce qui suscitait aussi une autre préoccupation, qui était la manière dont la démocratie en France était respectée et la manière dont le peuple français était respecté. Il faut savoir que pour chacune de ces manifestations, les conditions pour obtenir le droit de manifester, alors que ce n'est pas un droit, mais une liberté, que c'est un droit et non pas une demande d'autorisation que l'on a à faire. Or, nous avons toujours les plus grandes difficultés à pouvoir manifester. Après le 13 janvier, il y a eu aussi des manifestations partout en France le 2 février, dans 80 départements français, au même moment. Et puis, au mois de février, nous avons déposé plus de 700 000 pétitions sur papier, avec une forme très précise. Ces pétitions ont été déposées devant le Conseil économique, social et environnemental. Elles concernaient bien sûr la loi Taubira. Et bien sûr, ordre de Matignon, le Conseil économique, social et environnemental a déclaré, quoique en nombre plus que suffisant, quoique répondant dans les formes à la loi organique, ces pétitions ont été déclarées irrecevables. Il faut savoir que 700 000 pétitions, c'était une première dans l'histoire de France, de l'histoire de la Ve République et vraisemblablement des républiques précédentes. C'était une première, c'était inédit, c'était extraordinaire. Et bien, fondées sur un vide juridique, elles ont pu être déclarées irrecevables, sans que cela ne soulève de polémique d'ailleurs dans les médias français. Nous avons continué cette mobilisation extrêmement importante à travers des événements de plus en plus nombreux, de plus en plus denses, partout en France. Nous avons commencé à accueillir les ministres, toujours de manière pacifique et respectueuse, toujours dans le respect du bien des personnes. Mais les Français sont devenus si mobilisés qu'ils agissent partout où ils sont. Nous avons constitué un réseau avec une présence nationale, et puis au niveau des provinces, au niveau des régions, au niveau des départements, jusque dans les plus petites municipalités. Nous avons vu tout le long des mois les sondages évoluer, c'est-à-dire que nous avons informé et sensibilisé les Français. Nous avons ouvert un débat qui nous était interdit, et nous l'avons ouvert aussi grâce aux réseaux sociaux, etc. Et les Français ont pris conscience. Et petit à petit, on est arrivé à une situation où la majorité des Français étaient de plus en plus opposés à l'adoption pour tous, et puis ensuite même au mariage pour tous. Ces manifestations d'ampleur nationale ont été... D'autres manifestations d'ampleur nationale ont été poursuivies.
dont une le 24 mars avec 1 400 000 personnes. Et ce jour-là, des manifestants qui étaient dans le défilé, qui étaient bien sur les lieux déclarés de la manifestation, ont reçu des gaz lacrymogènes, des enfants, des familles, des personnes âgées, des femmes enceintes. Ils n'avaient rien fait. Quelques-uns avaient passé un seuil, mais qui était ouvert par les forces de police, et il n'y avait personne derrière, ils l'ont passé, et d'autres étaient à l'intérieur du parcours déclaré. Sans doute, M. Valls voyait-il là la possibilité d'inscrire le terme de violence et de ensuite faire un amalgame et faire croire à la violence des manifestants. Les manifestants n'ont jamais brisé une vitrine, n'ont jamais brûlé un scooter, n'ont jamais brûlé, abîmé quoi que ce soit. Il n'y a jamais eu aucun blessé. Au-delà de cette manifestation du 24 mars, il y a eu également la poursuite du mouvement et une grande manifestation nationale très importante le 26 mai. Cette date du 26 mai était délicate puisque la loi était déjà votée et promulguée, c'est-à-dire que malgré l'opposition du peuple français, malgré sa mobilisation, malgré son implication, malgré son expression, nous avons eu en face de nous ignorance et mépris, et coûte que coûte, et en passant en force avec un processus législatif accéléré, cette loi a été votée et promulguée. Donc le 18 mai, nous avons néanmoins manifesté le 26 mai, et sans doute le gouvernement pensait sans doute que nous nous arrêterions le 26 mai. Mais ça ne s'est pas arrêté. Le sujet est si profond et si important pour l'avenir et pour le respect de l'humanité, de l'homme aussi, en particulier, que le mouvement s'est poursuivi. Et la répression policière, qui avait déjà commencé d'une certaine manière avec les arrêtés, les interdictions de manifester, les interdictions de tractage, les interdictions de port du sweat avec le logo, eh bien nous sommes rentrés là dans une phase d'arrestation massive. Rien que pour Paris, depuis la fin du mois de mai, nous avons 1000 arrestations, 1000 interpellations et 500 gardes à vue, dont la plupart se terminent, donc 99% se terminent sans rien, parce qu'en réalité, il n'y a pas de cause, il n'y a pas de raison à ces interpellations, si ce n'est vouloir intimider et réprimer pour délit d'opinion. Il y a eu cependant une condamnation, il y a une dizaine de jours, particulièrement lourde et grave, à l'égard d'un jeune, Nicolas, qui a été interpellé sans cause, et condamné de manière très lourde à 4 mois de prison, dont 2 fermes avec mandat de dépôt. C'est-à-dire que, sortant du tribunal, il est allé, mesure exceptionnelle, directement au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis. Nicolas a été condamné pour 3 raisons qui ont été la conséquence de son interpellation. Il n'a pas été condamné pour quoi que ce soit qui précédait son interpellation. Il a été condamné parce qu'il a essayé de ne pas se faire interpeller. Il a été condamné parce qu'il n'a pas voulu de prélèvement ADN, ce qui est quelque chose qui arrive souvent et ce n'est pas ça qui conduit en prison. Et il a un surnom d'une manière habituelle, et il a donné ce surnom, Nicolas Berns, et nous le connaissons tous sous ce nom. Pour ces 3 raisons qui ont suivi l'interpellation, il a eu cette condamnation extrêmement lourde. Et par ailleurs, je dénonce auprès de vous aujourd'hui les conditions de sa détention. Ce jeune homme de 23 ans est totalement à l'isolement, sans aucun contact humain. Il a simplement comme contact humain 2 fouilles. Il est mis à nu intégralement 2 fois par jour. Il n'a pas la possibilité de se laver. Il n'a pas la possibilité de regarder des livres, de regarder la télévision, quelque chose. Il n'a rien. Les repas lui sont servis par une trappe. Il est dans des conditions de détention absolument contraires au respect des droits de l'homme. Et nous sommes aujourd'hui dans un contexte gravissime. C'est pourquoi, c'est une chose que j'ai la possibilité de vous parler aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation très grave, et ce jeune homme a été condamné très lourdement, et surtout si on regarde les autres affaires judiciaires, d'autres événements qui ont eu lieu en France, on constate un 2 poids 2 mesures extrêmement important pour ce qui concerne les opposants à la loi Taubira et à ses conséquences. Ce jeune homme qui reçoit à l'instant même une visite de parlementaires est encore une fois détenu dans des conditions indignes de l'être humain, de tout être humain. J'en profite pour m'arrêter là, sur cette actualité toute brûlante que vous connaissez désormais, en vous remerciant de votre attention. J'en profite pour commencer par vous remercier tous, et puis surtout remercier Lucas Volanté, qui depuis quelques semaines maintenant nous suit en France de très près, parce qu'il a bien pressenti
que ce qui se passait en France, comme vient de le dire Ludovine, était très grave. Je remercie aussi Grégoire Pupinck d'avoir bien voulu nous inviter. Je voudrais parler un peu du Printemps français parce que le Printemps français a été créé le 24 mars, au soir de la deuxième grande manifestation. Et ce qui se passe aussi sur le Printemps français est assez grave, puisque je vais vous expliquer ce que c'est, mais parallèlement à ça, il faut savoir que M. Valls a souhaité interdire le Printemps français en le traitant d'un mouvement extrémiste, alors que c'est un mouvement qui n'en est pas vraiment un, mais qui est complètement pacifiste. Donc le Printemps français, ça n'est pas une organisation, c'est plutôt un état d'esprit. Il est né le 24 mars 2013, au soir de la deuxième grande manifestation nationale sur les Champs-Élysées. C'est une insurrection pacifique, une insurrection des consciences. Nul ne peut le récupérer et il n'appartient à personne. Mais comme c'est un mouvement qui dérange le pouvoir en place, on lui a collé des étiquettes pour essayer de l'étouffer et de le tuer avant même son éclosion. On l'a accusé d'extrémisme et de violence. Comme dit une expression populaire, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a même cherché à le dissoudre. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'on ne dissout pas un état d'esprit, on ne dissout pas une idée, on ne peut pas dissoudre un souffle de justice et de liberté. Le Printemps français est composé de Français, et il le sait très bien, puisqu'il a fait toutes les enquêtes. J'ai subi, comme tous d'ailleurs, nous avons subi des pressions absolument considérables. Ce sont les Français qui sont engagés dans cette contestation de masse et qui viennent tous de la Manif pour tous. Ils sont désemparés de n'avoir pas été entendus pendant ces 6 mois et très inquiets de ce déni de démocratie. Finalement, à l'instar du tiers-État de 1989, une majorité silencieuse a enfin décidé de rompre son silence. Il fonctionne à la façon d'Antigone, qui est depuis sa naissance une de ses figures. Il fonctionne donc par la non-violence, car nous croyons infiniment, et vous avez pu le voir là, à la puissance de la non-violence. D'abord, d'un point de vue philosophique et spirituel, on ne peut prôner une civilisation de paix telle qu'on la prône en démarrant par la guerre. Nos modèles, outre Antigone, c'est par exemple Martin Luther King, où on lui a emprunté une citation: « La non-violence est une arme puissante et juste qui tranche sans blesser et ennoblit l'homme qui la manie. C'est une épée qui guérit. » Nous pensons bien sûr aussi à Gandhi, ou à Lech Walesa, ou à Václav Havel et sa révolution de velours. D'un point de vue stratégique, nous prônons aussi la non-violence parce que, et vous l'avez vu là, à terme, c'est Manuel Valls qui devra expliquer cette violence. Plus Manuel Valls, plus les CRS sont violents et moins nous le sommes, parce que nous savons qu'à terme, c'est la non-violence qui est l'arme la plus puissante qui existe. Le Printemps français, c'est aussi des actions transgressives. Parce que quand on a épuisé tous les moyens légaux et que la civilisation, telle que nous le pensons, est en danger de mort, transgresser n'est pas seulement un droit, mais c'est aussi un devoir. Quand une loi n'est pas légitime, elle doit être transgressée. En réalité, nous considérons que ce sont ceux qui ont fait voter cette loi qui sont transgressifs par rapport à la loi naturelle. Et nous transgressons ceux qui sommes transgressifs. Comment fonctionne le Printemps français et quel est son objectif? Sur la forme, il applique parfaitement le principe de subsidiarité, parce que il fonctionne sur le principe de la confiance. Il ne cherche surtout pas à avoir une organisation centralisée. Chacun peut se revendiquer de lui du moment qu'il est dans cet esprit de résistance pacifique.
De nombreux mouvements jaillissent dans toute la France et se forment en cellules. Vous connaissez bien sûr les Omens, vous en connaissez d'autres, mais actuellement nous avons les Enfants des Géants, la Génération Garde à Vue, les Antigones, les Aiglons, la Révolution des Jonquilles. Tout ça, ce sont des mouvements qui deviennent de plus en plus gros, qui émanent des régions. Il est transcourant, politique, car ce ne sont pas les étiquettes politiques qui l'intéressent, mais un humanisme universaliste dont nul courant politique ne peut se passer. Il défend le socle de la vie démocratique, les fondements du vivre ensemble, les libertés sans lesquelles la société n'est plus vivable. Il n'est pas confessionnel, car les valeurs que nous défendons sont universelles. Cette contestation sur le fond est fondée sur des valeurs positives. Les personnes se battent pour des idées et non pour ses avantages. Et c'est ça qui est très beau et qui est très nouveau. C'est ça peut-être qu'on peut voir comme différence par rapport à d'autres mouvements de contestation en Europe, où les gens finalement cherchent à garder leurs avantages. Là, on le voit, et notamment les représentants des meilleurs qui sont à côté, ne se battent pas pour conserver des avantages, mais ils se battent pour un modèle de civilisation. Ils souhaitent une chute du système idéologique actuel qui réduit l'homme à un simple consommateur-producteur mondialisé, déraciné et esclave du marché mondial, poussé à assouvir des désirs incessants qui l'empêchent de penser librement. Ils souhaitent une recomposition du paysage politique fondée sur le bien commun, sur le droit des plus faibles, une société de l'espérance, une société de l'humanisme durable. En conclusion, parce que je pense que j'ai bientôt atteint mon temps de parole, au-delà des partis politiques existants qui sont complètement dépassés et qui cherchent sans succès à faire une récupération de la contestation, il s'agit véritablement d'un renouveau de la France en profondeur. C'est vraiment la fin du système mai 68. Les partis politiques existants seront obligés, s'ils veulent survivre, de changer de paradigme. Soit ils veulent une société fondée sur le réel, qui respecte une certaine forme de loi naturelle, ce qui nécessite bien sûr de poser des limites, ou au contraire, sur une société virtuelle fondée sur la toute-puissance de l'homme qui doit assouvir tous ses désirs. C'est ce à quoi on est en train d'assister actuellement. Ce qui conduit à terme au totalitarisme. Et c'est pour ça que nous sommes si inquiets. Et j'ai envie de terminer sur une note européenne finalement. Est-ce que le virtuel l'emportera sur le réel, non seulement au niveau de la France, mais aussi au niveau de l'Europe? Parce que ce qui se passe en France risque aussi de se passer au niveau de l'Europe. Et on sait combien, d'ailleurs même aux États-Unis, nous sommes regardés, nous sommes aussi beaucoup regardés en Russie. Quelle idée de l'homme l'Europe veut-elle également donner au futur? Je vous remercie. Alors bonjour à tous, avec Madeleine, nous voulions d'abord remercier Lucas Volonté de son invitation et nous voulions en quelques mots vous parler des Veilleurs, qui est un mouvement composé de beaucoup de jeunes en France et qui marche très bien. Donc je vais vous raconter cette histoire. Donc, dans la nuit du 14 au 15 avril dernier, alors que le projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de même sexe allait être adopté par le pouvoir législatif en France, au terme d'un processus parlementaire accéléré, 67 jeunes opposés au mariage homosexuel décidèrent de camper pacifiquement et sans bruit devant l'Assemblée nationale. Il faut savoir que la chose n'était pas inédite. Entre autres exemples, des enfants de Harki avaient déjà choisi de camper sur ce lieu en 2009, et cela pendant 7 mois, pour attirer l'attention des pouvoirs publics et sans être ni inquiétés ni délogés. Mais les 67 jeunes opposants n'eurent pas le droit au même traitement de faveur. Vers 1h du matin, ils furent soudainement et violemment embarqués par les forces de police, puis retenus en garde à vue pendant plus de 18 heures dans des conditions extrêmement pénibles et même déplorables. Face à une telle disproportion des méthodes répressives, face à un pouvoir qui révélait de plus en plus manifestement son vrai visage et cherchait la division et l'affrontement quand il aurait fallu favoriser l'affrontement,
nous avons réfléchi toute la nuit aux moyens de réagir en tant que jeunes. Nous avons pensé au soulèvement, à la radicalisation, mais nous avons fait le choix d'une action non violente, qui nous semblait désormais nécessaire pour se faire entendre d'un gouvernement qui enchaînait provocation sur provocation, traitant avec le plus grand mépris des plusieurs centaines de milliers de Français légitimement inquiets de leur avenir, de celui de leurs enfants, mais aussi de celui de leur pays. Mais au fil de la nuit, nous avons compris que la violence ne mènerait à rien et qu'on ne pouvait s'ériger en défenseur de la dignité humaine sans être en même temps garant de la paix sociale. Nous avons compris que la violence première se trouvait du côté d'une loi qui priverait bientôt les enfants d'un père ou d'une mère. Nous avons aussi compris que notre colère, si légitime et si noble fut-elle, pouvait tout aussi bien s'exprimer de manière pacifique. Nous avons compris enfin que nous ne pourrions désarmer ces violences policières qu'en étant nous-mêmes non violents. Il n'y eut donc pas de concept ou de système préalable à la mise en place des veilleurs. Non. Il n'y eut qu'une simple intuition, un sursaut naturel de la conscience, ce même sursaut qui conduisit Antigone à enterrer son frère Polynice contre les ordres de Créon. Convaincus de la gravité des évolutions en cours, nous ne pouvons nous empêcher de prendre pour modèle ces grandes voix prophétiques du XXe siècle qui, de Sophie Scholl à Jerzy Popieluszko, de Winston Churchill à Václav Havel, se sont courageusement levés pour réveiller une humanité en danger de mort. Alors, la nuit, le lendemain de la nuit qui a suivi les 67 gardes à vue, nous sommes assis sur une pelouse devant les Invalides, avec des bougies, pour veiller sur le respect des personnes, pour rester vigilants, tandis que les consciences de nos concitoyens s'étaient endormies dans une mortelle indifférence. Nous sommes ainsi venus avec quelques textes de littérature que nous aimons, parce que nous avons eu l'intuition très forte qu'outre la non-violence, la culture serait l'arme la plus juste pour un pouvoir qui, par cette voie, rompait avec des siècles, voire des millénaires de sagesse humaine. Oui, l'adoption de cette loi est la conséquence d'une véritable démission de la pensée. Estimant à la suite d'Hannah Arendt que les pires drames de l'histoire se sont produits parce que les hommes ont cessé de penser, nous avons choisi de réveiller les voix des grands penseurs dont nous relisons les écrits soir après soir. Alors, nous étions 50 lors de la première veillée, et 5 jours plus tard, notre nombre a été multiplié par 10. Nous étions 5000. 500 puis 5000 ensuite. Voilà maintenant 12 semaines que nous nous rassemblons dans le calme le plus absolu. Le mouvement, parti de Paris, a rapidement embrasé toute la France, puisque les villes de province ont mis en place leur propre veillée de manière complètement spontanée et autonome, sans recevoir de directives de Paris. Les veilleurs sont désormais présents dans plus de 155 villes en France et dans une douzaine de pays à l'étranger. Cet embrasement révèle, en France et bien au-delà, l'existence d'une réelle soif, la soif de reconstruire le sens de l'homme et de sa dignité face à des idéologies qui le menacent, la soif de retisser le lien social d'une société pulvérisée par des siècles d'individualisme, un individualisme grossissant qui laisse la personne radicalement seule et démunie, en particulier en cette période de crise, et qui détruit les moindres aspirations de l'homme en le réduisant à ses désirs immédiats, afin de le circonscrire dans une vision à court terme, sans souci des générations qui pourront venir après lui, et sans gratitude pour celles qui l'ont fait naître. Dimanche dernier, à Paris, nous étions plus d'1 millier devant les Invalides. Nous choisissons généralement de faire nos veillées en un lieu de mémoire, de pouvoir de la ville de Paris, en lien avec le thème que nous abordons lors de ces veillées. Celles-ci sont ponctuées de lectures de textes, de discours d'intervenants, des psychiatres, des légistes, des hommes politiques, des religieux, des enfants adoptés, des pères ou mères de famille, des personnes homosexuelles, etc. Les veilleurs restent assis en silence. Ils applaudissent à la manière des personnes malentendantes pour ne pas troubler le calme de la nuit et manifester ainsi leur non-violence absolue et leur respect pour la parole d'autrui. Ce silence est interrompu par des chants que nous reprenons en chœur, notamment le chant de l'espérance et le chant des partisans. Nos rassemblements sont non confessionnels et non partisans. Ils entendent être ouverts à toutes les personnes, quelles que soient leurs opinions politiques et leurs convictions religieuses, car nous estimons que la défense de la dignité humaine est un combat qui doit rassembler les personnes par-delà les clivages
et qui doit pouvoir rassembler les citoyens dans un même réveil des consciences. Nos veillées sont la plupart du temps suivies d'une marche dans Paris vers un lieu symbolique. Nous sommes alors très rapidement encerclés par les forces de police et souvent soumis à des sommations. Chaque veilleur est alors libre de rester ou de partir, mais nous demeurons toujours sur place jusqu'au temps que nous avons fixé, sans obéir aux sommations. Par cette modeste transgression, nous faisons un acte de désobéissance civile destiné à manifester notre résistance et l'irrépressible liberté de la marche de nos consciences. Alors il faut savoir que l'attitude des forces de police à notre égard a évolué avec le temps. Vous avez pu voir sur ces images, au départ, la police ne connaissait pas le mouvement des veilleurs et levait de force donc les veilleurs qui restaient assis. Cela a donné lieu à des interpellations et à des actions parfois violentes des policiers. Mais peu à peu, il faut être honnête et reconnaître que nous n'avons jamais eu de garde à vue et seulement des sommations et quelques tentatives d'intimidation de la part du préfet de police de Paris à l'égard des organisateurs. Mais donc cette relative tolérance à l'égard des veilleurs est assez surprenante dans un contexte où, vous l'avez vu, les opposants au mariage homosexuel sont arrêtés à tout va. Comment expliquer cette tolérance? Nous avons pu constater à quel point les forces de l'ordre étaient embarrassées et divisées face à nous. Il est en effet très délicat d'embarquer des personnes qui n'entravent pas la circulation, ne font pas de bruit, récitent des poésies et proclament à la suite de Dostoïevski que la beauté sauvera le monde. Apparemment inoffensive, cette révolution intérieure, culturelle et spirituelle est bien plus subversive qu'il n'y paraît. Elle contamine notamment les forces de l'ordre qui nous entourent. Un veilleur a pu discuter avec l'un de ses policiers dimanche dernier et il lui a confié, je cite le policier, « Nous sommes dans la police entre 80 et 90% à être de votre côté. Nous sommes de plus en plus écœurés par les ordres très sévères que nous recevons contre les opposants au mariage homosexuel, alors même qu'on nous a demandé, lors de la manifestation des antifascistes, donc dimanche dernier, de ne pas intervenir, tandis que nous assistions au cassage du quartier de la Bastille. Certains CRS rient de bon cœur avec nous, d'autres obéissent aux ordres en nous faisant savoir qu'ils le font à contre-cœur. » Lors d'une veillée, nous avons lu un discours du général MacArthur sur la jeunesse et un gendarme qui connaissait ce discours par cœur l'a récité en même temps que nous. Cette flamme que nous allumons est donc contagieuse. Les veilleurs entendent donner l'étincelle qui permettra l'embrassement et un véritable réveil des consciences par la médiation de la culture, de la pensée et des arts. À chaque veillée depuis le mois de juin, nous demandons aux personnes présentes de prendre un moment de silence pour penser à l'engagement concret qu'elles pourront prendre dès le lendemain, pour promouvoir à l'intérieur des structures existantes, associatives, syndicales, politiques, un engagement au profit du sens de l'homme que nous défendons. Nous assisterons donc à la naissance d'une génération qui a enfin saisi le sens de la citoyenneté et de l'engagement et qui est porteuse d'une réelle espérance pour l'avenir. Je finirai en évoquant l'Europe. L'Europe, actuellement, a choisi de suivre la voie trompeuse des sophistes plutôt que la sage pensée des philosophes. Oui, l'Europe est en train de perdre son âme dans une illusion démiurgique digne de Protagoras lorsqu'elle affirme que l'homme est la mesure de toute chose et qu'il peut à sa guise nier la réalité et vider les mots de leur sens. Je pense notamment au mariage, à la filiation, à l'altérité et à la complémentarité sexuelle. Nous, veilleurs, refusons de nous laisser fourvoyer par ces sophistes des temps modernes et répondons à la suite de Socrate que si l'homme est la mesure seule de toute chose, alors la folie devient la mesure de toute chose. Oui, à la suite de Socrate, nous sommes prêts à obéir à la seule voix de notre conscience, malgré le blâme ou la condamnation publique, par amour pour la sagesse et pour la vérité, par amour pour notre cité et pour l'homme.